Luke est le plus grand assassin au monde, qui a été trahi et réincarné dans un autre univers. Cependant, tout change lorsqu'il apprend qu'il doit assassiner un dieu pour être libre, mais il finit par s'en prendre à tous les autres à la place. Avant sa vie dans ce nouveau monde, Luke effectuait sa dernière mission, éliminant des membres de la mafia comme l'agent 47. Même s'il était le meilleur assassin au monde, il en avait assez de cette vie de violence, et une fois sa mission accomplie, Luke a fait son rapport à son organisation une dernière fois pour pouvoir repartir de zéro et vivre une vie faite de pina coladas et de yoga intensif. Cependant, lors de son vol vers sa nouvelle vie, l'avion a soudainement été détourné. Luke a découvert que les pilotes étaient morts et a tenté de prendre les commandes pour sauver tout le monde. Mais en regardant dehors, il a vu un avion de chasse voler juste à côté de lui, prêt à l'abattre, et il a alors compris que l'organisation à laquelle il était fidèle l'avait trahi et voulait sa mort. L'instant d'après, il se retrouvait aux portes de l'au-delà, le sang bouillonnant, se demandant pourquoi, après avoir consacré toute sa vie à être un assassin, gravi les échelons et été le meilleur dans son domaine, il finissait trahi par ceux-là même pour qui il tuait. Soudain, une main se tend et quand il se réveille, il se retrouve dans la salle du trône d'une déesse. Elle a pitié de voir le meilleur assassin du monde finir par se faire assassiner, alors elle lui offre une chance de se réincarner dans un nouveau monde avec tous ses souvenirs intacts. Cependant, Luke comprend instantanément qu'il y a un piège et lui demande qui elle veut qu'il assassine. Elle le félicite pour sa vivacité d'esprit et lui dit que dans ce nouveau monde d'épées et de magie, elle veut qu'il assassine le héros. Avant qu'elle ne continue, Luke demande une pause pour exprimer ses sentiments, disant que toute sa vie, il n'a vécu que comme un outil sans émotion, et après avoir souffert de cette trahison, il veut maintenant vivre sa propre vie comme un véritable être vivant. La déesse l'assure que c'est possible tant que sa mission est accomplie, et d'un doigt sur son front, elle lui transmet toutes les informations sur ce nouveau monde, de fond en comble. Ensuite, la déesse lui permet de choisir des compétences et des attributs spéciaux pour qu'il ait plus de chances de vaincre le héros. Après cela, elle invoque le portail et l'informe qu'il renaîtra en tant que fils noble d'une famille d'assassins avant de l'envoyer vers sa nouvelle vie. La chose suivante que Luke voit, c'est lui-même sortant du ventre de sa maman, accueilli par son père, Sian, qui veut que Luke soit son héritier. La mère, Esri, craint de perdre Luke comme elle a perdu son premier enfant, Raph, mais Sian l'assure qu'il entraînera Luke pour qu'il soit fort et que le royaume aura besoin de lui. Après plusieurs années dans sa famille, Luke commence à s'habituer à sa nouvelle vie, et bien qu'il ne puisse pas encore utiliser la magie, il entraîne son corps en chassant des lapins, s'assurant que ses muscles et ses instincts se développent. De retour à la maison, il apprend à utiliser ses ressources en cuisinant le lapin qu'il chasse pour s'assurer d'obtenir tous les nutriments nécessaires à chaque repas, faisant preuve d'un talent culinaire digne de Gordon Ramsay comme dans Food Wars. Ses deux parents le félicitent pour sa croissance exceptionnelle et Sian est convaincu que son fils le surpassera. Pendant le repas, les parents sont émerveillés par son ragoût de lapin à la crème et suggèrent joyeusement de servir ce plat au festival des récoltes de cette année comme spécialité familiale. Voyant toute cette interaction chaleureuse, Luke se dit qu'il n'a jamais connu un tel amour dans sa vie antérieure. Après avoir fini de manger, Luke se rend au donjon familial et fait ce qu'il a l'habitude de faire avec son père, un examen pour voir sa croissance. Ainsi, son père peut déterminer si Luke est prêt pour la prochaine étape, devenir l'héritier de la famille. Sous la gentillesse et les sourires de son père se cache un homme que le royaume a choisi comme expert médical principal, mais aussi leurs assassins qui exécutent les ordres du royaume, faisant d'eux les maîtres de la vie et de la mort, ce que Luke voit comme la famille parfaite pour sa réincarnation, vu sa mission d'assassiner le héros. Après l'examen, le père détermine que Luke est prêt pour l'étape suivante, à savoir hériter des yeux mystiques de la famille, capable de renforcer la vue et de permettre de voir le mana des autres, ce qui est considéré comme l'arme parfaite pour un assassin. Sian dit qu'il va effectuer une procédure magique pour les donner à Luke et lui demande s'il a peur. Luke assure à son père qu'il est prêt et il a confiance en la capacité de son père à effectuer l'opération en toute sécurité. Quelques jours après l'opération, Luke est au jardin avec sa mère qui, voyant son fils avec un bandage sur les yeux, en profite pour le chouchouter avec ses attributs. C'est alors que son père surgit pour retirer les bandages, et quand Luke court vers lui, les parents sont stupéfaits de voir qu'il a pu récupérer aussi vite. Une fois les bandages retirés, Luke réalise que ses yeux ont surpassé tout ce qu'il avait connu auparavant. Il pouvait voir clairement des objets lointains, sans aide, et percevoir le mana circulant dans les gens d'un simple coup d'œil. Ensuite, son père lui annonce qu'il a réussi à obtenir ce que Luke demandait, un tuteur de magie, une nouvelle qui ravit Luke. Le jour de leur rencontre, sa mère force Luke à porter une robe, car elle l'a toujours imaginé un peu comme James Charles, et Luke n'a d'autre choix que d'obéir. À l'extérieur, l'instructrice de magie arrive, et Luke est surpris de découvrir qu'elle a à peu près son âge.
La tutrice de magie se présente comme Dia, de la famille Viconès, proche de celle de Luke et qui lui est redevable. Pleine de fierté, elle leur montre ses capacités magiques en faisant exploser une petite bombe nucléaire, prouvant qu'elle est une enseignante digne de l'héritier de la famille d'assassins. Juste après, Dia emmène Luke au jardin pour commencer l'entraînement prévu et explique qu'elle lui enseignera tout sur la magie en 2 semaines. Pour commencer, elle veut mesurer l'étendue de son potentiel magique. Elle lui tend donc une pierre de mana, un artefact destiné à stocker le mana, et lui demande d'y verser autant de son propre mana que possible. Luke obéit et au début, rien ne semble se passer, mais ensuite le mana commence à remplir la pierre et à fuir abondamment. Voyant cela, Dia panique, disant qu'il est impossible d'avoir autant de mana, ignorant que Luke possède la compétence de récupération rapide. Plus le mana s'écoule dans la pierre, plus elle devient instable, et au moment où elle se fissure, Dia lui hurle de la jeter. Quand Luke la lance vers le ciel, la pierre explose d'énergie magique, rivalisant avec le Genkidama de Goku et envoie des ondes de choc qui font tout vibrer autour d'eux. Sian et Esri se précipitent dehors pour voir d'où vient ce vacarme, et quand ils demandent à Dia ce qui s'est passé, elle a peur d'être tenue pour responsable. Cependant, en apprenant que leur fils est à l'origine de l'explosion, ils le voient comme un prodige et félicitent Dia pour son enseignement, ce qui l'étonne par leur calme. Cette nuit-là, alors que Luke essaie de dormir, Dia entre dans sa chambre et s'installe de force à ses côtés, affirmant qu'elle sera désormais sa grande sœur. Luke est perplexe face à ses propos, et Dia lui dit que son père doit lui cacher la vérité, ce qui l'embrouille encore plus, mais il finit par accepter et s'endort. Le lendemain, Dia reprend l'entraînement en testant son affinité avec une pierre de phare, et elle est stupéfaite de découvrir que, contrairement à la plupart des gens, Luke est capable de maîtriser 4 attributs, ce qui est un exploit rarissime. Ensuite, elle lui apprend à convertir son mana en un attribut en touchant sa peau pour le guider, ce qui est une grande première pour Luke. Elle lui assure qu'elle sera douce pour cette première fois et que ce sera mémorable en commençant par son affinité avec la terre. Luke sent son mana prendre de la couleur et un but précis, et elle lui demande à nouveau d'infuser une pierre de phare avec son mana. Alors qu'il y canalise son pouvoir, Luke commence soudainement à percevoir des lettres se former dans son esprit. Lorsqu'il mentionne ce phénomène, Dia lui explique que ces lettres représentent en fait un sortilège. Dans leur monde, explique-t-elle, lorsqu'une personne puise du mana de son attribut, un sort lui est accordé telle une révélation divine. Et elle ajoute que plus on lance fréquemment de tels sorts, plus de nouveaux sorts sont octroyés. Pour les activer, il suffit de réciter l'incantation mentalement et Luke essaie de suivre ses instructions, mais réalise vite qu'il ne peut pas lire les caractères devant lui. Après cet aveu, Dia fait une démonstration en lançant elle-même un sort, créant un morceau de cuivre à partir de rien. Après avoir observé attentivement, Luke répète l'incantation et tente de faire la même chose. Cependant, sa prononciation est imparfaite, et au lieu de cuivre pur, il produit un résidu qui ressemble à un reste de repas mal digéré. En reconnaissant le problème, il demande à Dia de lui apprendre la bonne prononciation, et elle accepte avec joie de le guider. Cette nuit-là, Luke continue d'étudier et s'apprête à aller se coucher quand Dia le rejoint à nouveau. Elle lui dit à quel point elle adore sa cuisine et lui demande comment il peut être si doué en tout en étant plus jeune qu'elle. Au lieu de répondre, il détourne la question et promet de lui cuisiner des plats encore meilleurs, ce qui la ravit. Quelques jours plus tard, Luke prouve ses progrès en offrant à Dia un morceau de cuivre parfait, d'une qualité identique au sien. Elle est enchantée et le félicite, mais Luke pense qu'il peut aller encore plus loin. Il propose qu'elle transcrive un sort pour qu'il tente de l'utiliser depuis un papier, et bien que Dia dise que c'est inédit, elle est intriguée, accepte et en écrit un sur le fer. Quand Luke réussit à le lancer, elle reste admirative et stupéfaite, se demandant pourquoi aucun mage n'avait jamais pensé à noter les sorts ainsi. En étudiant les incantations écrites sur papier, Luke remarque des structures répétitives et conçoit soudain une nouvelle possibilité qu'il pourrait essayer. Il demande à Dia de transcrire chaque sort qu'elle connaît, expliquant que s'ils partagent tous une formule commune, en modifier certaines parties pourrait être la clé. Une fois qu'elle a fini de les transcrire, Luke analyse la collection et a alors l'idée de créer un sort capable de fabriquer de l'or. Il lui demande d'essayer de le lancer elle-même, mais au moment où elle tente, son cerveau s'embrouille et elle s'effondre, leur faisant craindre une erreur de conception. Cependant, quand Luke lance le même sort, il fonctionne parfaitement, à la grande stupéfaction de Dia. De ce qu'il vient de constater, Luke en déduit que seules les personnes possédant le tisseur de sorte, comme lui, peuvent véritablement créer de tout nouveaux sorts par elles-mêmes. Mais il découvre une faille en réécrivant l'incantation sur papier, comme s'il l'avait lui-même créée. Et quand Dia lance le même sort à partir de son écrit, cela fonctionne parfaitement et de l'or se forme dans ses mains. Ravie, elle déclare que si tous ces nouveaux sorts sont écrits par Luke, ils fonctionneront, ce qui l'excite et il se check pour fêter cette découverte.
Quelques jours plus tard, ils s'isolent loin de tous pour expérimenter leur nouvelle magie sans attirer l'attention. L'une de leurs inventions conjointes crée de la magie sous la forme d'un fusil qui utilise la magie du feu pour tirer des balles. Il nomme le sort Feu, et alors que Dia est excité par cette arme, Luke est insatisfait, sachant qu'il lui faudra une puissance de feu bien supérieure. Il modifie encore le sort, et son expérience crée un véritable canon, ce qui choque Dia qui n'a jamais rien vu de tel. Quand il tire sur une petite île, il l'anéantit complètement, c'est ce que l'île d'Epstein devrait également subir. Cependant, après un seul tir, le canon se fissure, et Luke réalise qu'il aura besoin de matériaux plus solides la prochaine fois. Dia exprime à quel point il doit être satisfaisant de tirer avec une telle arme. Luke lui suggère alors d'en créer une elle-même, mais elle lui répond qu'elle n'a pas son niveau de mana et qu'elle est plus que satisfaite de son petit fusil. Ce soir-là, Dia se blottit contre Luke, disant que c'est sa dernière nuit ici et qu'elle aimerait rester ainsi pour toujours. Luke se lève et, par magie, crée un couteau spécial fait des matériaux les plus solides qu'il puisse produire, affirmant que cette lame est le fruit de leur entraînement. Il le lui remet et lui dit que sans elle, il n'aurait jamais pu apprendre la magie. Dia rétorque que sans lui, elle n'aurait jamais créé ses propres sorts, ce qui lui fait aimer la magie plus que jamais. Elle lui tend ensuite son collier, créé à partir d'une pierre de phare, et lui demande de promettre de venir la voir quand elle en aura besoin. Luke le lui promet, et il scelle cette promesse par un serrement du petit doigt. Le lendemain, les parents de Luke remercient Dia pour ses cours, mais elle assure que les progrès de Luke viennent surtout de lui. Après le départ de Dia, Sian déclare qu'il est temps pour Luke d'apprendre les coutumes de leur famille. Il emmène Luke dans une prison pour condamner et lui rappelle que le but de leur famille est de préserver la vie et d'éliminer les maladies du royaume. Luke demande à son père pourquoi il ne l'a pas simplement élevé sans émotion pour en faire l'assassin parfait. Sian lui répond qu'ils sont des êtres humains, et non de simples outils, des êtres humains qui assassinent leurs cibles dans le but d'aider le royaume, et non de massacrer aveuglément d'autres personnes comme le ferait un soldat. Le père présente alors à Luke une jeune fille reconnue coupable de vol, de meurtre et d'incendie criminel. Sian ordonne à son fils de l'exécuter par la méthode qu'il juge appropriée pour s'entraîner, et la fille implore désespérément sa pitié, plaidant pour sa vie, disant qu'elle est innocente, mais Luke reste de marbre. Il dégaine calmement sa lame et lui tranche la main, expliquant que l'hémorragie lui fera perdre connaissance et qu'elle mourra sans souffrir. À ce moment, le masque de la fille tombe, et elle montre son vrai visage de monstre en l'insultant, disant que son existence devrait pourrir avec les démons en enfer. Mais Luke lance simplement son couteau pour la faire taire définitivement. Des années plus tard, Luke accompagne ses parents au marché pour voir à quel point la région que sa famille dirige est prospère. Son père exprime sa satisfaction quant à la croissance économique de la région, l'attribuant même à la recette de ragoût à la crème créée par Luke. Pendant ce temps, sa mère essaie de chouchouter Luke comme s'il avait encore besoin de boire son nectar crémeux alors qu'il refuse d'être traité ainsi. En secret, Luke a sa propre mission, et utilisant ses yeux détecteurs de mana, il scrute la foule à la recherche de quiconque possède du mana. L'individu qu'il détecte s'avère bien trop vieux pour être utile, il continue donc ses recherches dans l'espoir de trouver un autre candidat qui puisse être son assistant pour l'aider à assassiner le héros. Cependant, dans tout le royaume, seuls les nobles et les gens de la haute société ont du mana, ce qui rend difficile pour Luke de recruter pour sa mission. Plusieurs jours après, il se rend dans la forêt pour chasser de la nourriture en prévision de l'hiver, et au plus profond de celle-ci, une pauvre fille est seule, faible et affamée après que sa propre famille l'a jetée dehors, faute de nourriture à lui donner. À ce moment, une meute de loups s'approche d'elle, prête à la transformer en chair à pâté, et elle accepte pleinement son sort de servir de repas aux loups affamés. Cependant, Luke apparaît et abat le loup qui se jette sur elle d'une flèche en pleine tête, puis descend et lui remet ses affaires pour pouvoir combattre ses bêtes dans le cadre de son entraînement. Utilisant la magie, il forme des gantelets protecteurs autour de ses bras et une lame pour affronter ces loups affamés. Les loups tentent de le submerger, mais un par un, il les bat efficacement, comme s'ils n'étaient rien de plus qu'une cible d'entraînement plutôt que des monstres. Quand le dernier loup s'effondre à ses pieds, Luke se tourne vers la fille aux cheveux d'or émaciés et lui demande pourquoi elle est seule si profondément dans la forêt. Faiblement, elle explique que sa famille l'a chassée pour qu'elle meure parce qu'ils avaient trop de bouches à nourrir. Un étranger de passage lui avait dit que la région où elle se trouve est riche, elle s'y est donc rendue en espérant que quelqu'un l'accueillerait. Après avoir entendu son histoire larmoyante, Luke installe un camp et prépare du porridge. Une fois prêt, il remplit un bol et l'avertit que si elle mange trop vite, elle n'aura pas de second service. Elle le remercie avec gratitude et commence à manger, tandis qu'il s'éloigne pour vider le sang des loups qu'il a pendus.
Quand il regarde en arrière, son bol est déjà vide. Il lui sert donc une autre portion et en la regardant de près, il a pitié de la situation qu'elle a dû endurer, car le seigneur de sa patrie est un tyran avide qui écrase son peuple déjà appauvri par des taxes brutales. Pour apaiser son anxiété, Luke révèle qu'il est le fils du seigneur de cette région, ce qui illumine immédiatement son expression. Elle confie ensuite que Dieu lui est apparu en rêve et lui a prédit qu'elle ferait une rencontre fatale et elle croit que rencontrer Luke est ce moment du destin. Entendre cela surprend Luke et il en conclut que la déesse a dû la guider vers lui et lui demande si elle aimerait venir vivre avec lui. Il promet que si elle accepte, elle n'aura plus jamais froid ni faim avant de lui dire qu'il a besoin d'elle. S'entendre dire qu'on a besoin d'elle signifie tout pour elle et elle accepte avec empressement. Cependant, il la prévient qu'il n'est pas quelqu'un de bien, car c'est un homme qui a déjà tué et qui continuera de le faire à l'avenir, comme sa mission l'exige. Malgré cela, la jeune fille croit qu'il est quelqu'un de bien et exprime sa volonté de tout faire pour lui tant qu'elle peut l'accompagner. Elle se présente ensuite sous le nom de Tarte et grâce à ses yeux magiques, Luke a vu dès le début qu'elle possédait du mana et est maintenant convaincu que la déesse l'a envoyée pour l'aider dans sa mission ultime. Pendant ce temps, la déesse continue d'envoyer des gens d'élite dans ce monde et leur confie la même mission qu'à Luke, éliminer le héros. Mais contrairement à Luke, ils finissent par devenir des fainéants avec des ventres à bière qui passent leur temps à glander. De retour avec Luke, 2 ans ont passé depuis qu'il a sauvé Tarte, et elle est devenue le genre de fille qu'on inviterait sur un canapé de casting. En tant que servante de Luke, elle fait son travail en le réveillant et en lui nettoyant même le visage quand il mange, s'attirant les éloges des parents de Luke, ravis qu'il se soit trouvé une telle beauté pour satisfaire tous ses besoins. Après le petit déjeuner, Luke emmène Tarte à la salle d'entraînement. Et tout comme son père l'examinait autrefois, Luke examine maintenant Tarte pour voir si elle est prête pour son entraînement d'assassin. Son père lui a dit, lorsqu'il a recueilli Tarte, que Luke en serait l'unique responsable, et que si jamais elle les trahissait, Luke devrait être celui qui lui enfoncerait la dague dans la gorge. Luke a accepté ces conditions et l'a entraîné sans relâche pour en faire une redoutable assassin. Mais jusqu'à présent, Tarte a toujours du mal à utiliser l'arme des assassins, le couteau, et se blesse chaque fois qu'elle tente d'attaquer Luke par surprise. Cependant, au vu de son travail acharné et de son attitude, Luke pense qu'avec un entraînement spécial, Tarte peut devenir une arme redoutable pour lui. Mais il ne sait toujours pas comment rendre son arme favorite, la lance adaptée à la discrétion. Cette nuit-là, Luke trouve Tarte dans la salle d'entraînement, s'efforçant avec diligence de s'améliorer au maniement du couteau. Quand elle voit Luke, elle s'excuse d'utiliser la salle sans sa permission, mais Luke lui dit que c'est inutile à ce rythme, vu sa maladresse avec un couteau. Tarte commence à le supplier de ne pas l'abandonner, disant qu'elle n'a nulle part où aller et qu'elle est prête à tout pour lui. Luke la calme et lui crée une lance spéciale pliable, parfaite pour la discrétion. Sur ce, Tarte fait la démonstration de son talent à la lance, prouvant qu'avec la bonne arme, elle est elle-même une arme redoutable. Elle voit Luke l'applaudir et lui donner son approbation, ce qui rend Tarte très heureuse. Le lendemain matin, Luke se réveille et trouve Tarte allongée dans son lit et lui demande ce qu'elle fait là. Elle explique qu'elle est venue apporter une tisane, l'a trouvé endormi et s'est allongée à ses côtés pour le regarder dormir avant de s'assoupir elle-même. Elle le remercie ensuite pour la lance et jure qu'avec elle, elle deviendra quelqu'un sur qui il pourra compter. Luke note intérieurement que tout se déroule exactement comme prévu. Cependant, quand elle commence à lui cogner ses ballons sur la tête, il se dit qu'il a peut-être fait une erreur en choisissant cette fille déjantée. De retour avec la déesse, elle a jadis guidé le meilleur samouraï du monde vers la même mission que Luke, mais après des années de progrès, le gars a fini complètement grillé. Pendant ce temps, Luke et Tarte vont au marché ensemble pour voir tout le monde, et alors qu'ils marchent, les gens offrent de nombreux cadeaux à Luke, le remerciant pour ses incroyables inventions, comme les engrais modernes et un cornichon vibrant pour leur femme. Quelques heures plus tard, ils rentrent chez eux, et Tarte souligne à quel point Luke reçoit souvent ce traitement chaleureux. Luke lui dit qu'il est nécessaire pour un seigneur de faire cela quand il gère toute une région, et ajoute que la gentillesse est nécessaire pour gagner le cœur de son peuple, ce qu'il n'a jamais connu dans sa vie passée. Il lui tend une tomate et lui demande si elle aurait préféré naître dans sa famille. Tarte dit que si cela arrivait, elle n'aurait pas eu la chance d'être sa servante. Luke l'assure que dans n'importe quelle autre vie, il l'aurait trouvée de toute façon. En entendant cela, Tarte demande si Luke devait aussi gagner son cœur, et Luke répond que oui, étant donné qu'il a besoin d'elle. Cette nuit-là, de retour dans sa chambre, Luke range soigneusement les pierres de phare qu'il a remplies de mana. Après avoir analysé celles que Dia lui avait données, il a découvert comment fabriquer les pierres lui-même, et depuis, il les charge de mana pour créer des bombes et les stocke en vue du jour où il devra affronter le héros. Juste au moment où il finit de les ranger, Tarte frappe à sa porte. Lorsqu'elle entre dans la pièce, elle l'informe que son père aimerait le voir.
Luke descend immédiatement à la salle d'entraînement pour voir Sian, et dès qu'il entre, Sian demande un rapport sur les progrès de Tarte. Il parle d'abord de la progression brillante de Tarte, mais Sian l'arrête et demande l'autre progression. Luke rapporte alors à son père qu'il est sûr que Tarte n'est pas une espionne, car si Sian a permis à Luke de la recueillir et de l'entraîner, il est resté méfiant, convaincu qu'elle a été placée là pour voler les techniques de la famille. Luke explique que depuis qu'il l'a sauvée, il a surveillé de près son comportement et sa façon de parler pour déceler tout signe de tromperie, mais n'en a trouvé aucun. En entendant cela, Sian évoque le miracle d'1 sur 1 million qu'une fille dotée de mana soit dans les bois pile au moment où Luke la trouve, mais il l'écarte comme une coïncidence purement divine. Ensuite, Sian révèle la vraie raison de sa convocation, définir la prochaine étape de l'entraînement de Luke. Cette phase comprend 2 parties, un test et un exercice pratique. Il déclare que si Luke réussit les 2, Sian le reconnaîtra officiellement comme un membre à part entière de la famille et commencera à lui confier de vrais travaux d'assassinat. Confiant dans ses capacités, Luke accepte. Sian annonce alors que le test sera un duel contre lui et que gagner n'est pas nécessaire, car il souhaite simplement évaluer les capacités de combat de Luke. Cette nuit-là, dans les bois, le duel entre assassins commence et Luke utilise immédiatement tous les avantages à sa disposition. Quand il repère Sian pour la première fois, des flèches volent vers lui, mais Luke les dévie avec ses couteaux. Il charge son père et évite de justesse d'être touché, mais quand il tente de contre-attaquer, Sian écrase son coude sur la cheville de Luke et la brise. En utilisant sa jambe valide, Luke repousse Sian et s'échappe assez longtemps pour se soigner par magie. Le temps qu'il finisse de soigner sa blessure, Sian a disparu dans l'obscurité et Luke commence à élaborer un plan. Soudain, les buissons à côté de lui bruissent, le poussant à bouger pour finalement réaliser que c'est un piège. Il l'évite, mais le bruit n'était qu'un leurre, car Sian apparaît un instant plus tard de sa vraie position et l'attaque. Les réflexes de Luke le sauvent, mais cette esquive de justesse le laisse exposé et Sian poursuit l'attaque sans relâche. Luke passe totalement en défense, parant et esquivant jusqu'à ce qu'il trouve une petite ouverture pour frapper. Dès qu'il le fait, Sian se retire à nouveau dans l'ombre, accordant à Luke un court répit pour respirer et réfléchir. Il reconnaît que Sian a prédit ses mouvements et décide de tenter de faire la même chose. Il essaie de sentir la présence de Sian, mais l'assassin expérimenté se cache parfaitement, et le seul avertissement que Luke reçoit est l'approche soudaine de 2 lames venant de directions opposées. Il dévie les 2, mais Sian tombe d'en haut un instant plus tard, et Luke ne peut réagir à temps et reçoit un coup à l'épaule. Malgré tout, Luke a déjà glissé son propre couteau sous la gorge de Sian, lui assurant la victoire. Des heures plus tard, Sian aide Luke à panser ses blessures. Ce faisant, il admet qu'il ne s'était jamais attendu à perdre. Luke rétorque que Sian aurait pu gagner facilement puisqu'il n'a jamais utilisé la magie. Sian n'est pas d'accord et critique même le refus de Luke de le faire, mais Luke explique qu'utiliser la magie aurait faussé le but du test. Sian sourit, le félicitant d'en avoir compris l'intention réelle et déclare que tout ce qui manque à Luke maintenant, c'est l'expérience. Après cela, le duo père-fils part en mission pour assassiner des nobles dégénérés et des ordures, tandis que Luke apprend peu à peu sous la direction de son père. Un jour, ils rentrent chez eux après avoir soigné un patient, et Sian explique que la dernière étape de l'entraînement de Luke est d'apprendre à prendre une identité différente, et pour ce test, c'est un marchand. Sian explique qu'il y a des années, il a fait enregistrer un enfant fictif dans les registres de la compagnie commerciale Balor, quelqu'un censé être né vers la même époque que Luke. Cet enfant, Illig Balor, a été inscrit au registre familial parce que le patriarche Balor devait une faveur à Sian. Sian ordonne à Luke que sa mission est de vivre en tant qu'Illig Balor pendant les 2 prochaines années, d'apprendre le commerce et de bâtir son propre réseau sous cette identité. Quelques jours plus tard, une réunion d'adieu est organisée pour marquer le départ de Luke en présence des membres de la famille. Sian loue les accomplissements de Luke, et presque tout le monde s'accorde à dire qu'il est prêt pour l'épreuve finale, sauf un type nommé Rona. Il déclare qu'il ne reconnaîtra jamais Luke comme futur chef de famille après que sa position de successeur direct lui a été retirée à la naissance de Luke. Pour résoudre le conflit, Sian annonce que les 2 vont se battre en duel, le vainqueur étant reconnu comme héritier. À l'instant même où ces mots sortent de sa bouche, Rona se retrouve avec une lame sous la gorge après que Luke s'est glissé derrière lui sans être vu. Rona proteste en disant que c'est de la triche, alors Sian ordonne à Luke de ranger son couteau et de se battre à main nue. En quelques secondes, Luke montre la différence de puissance en plaquant Rona au sol alors que la foule explose de joie. Plus tard, Luke rend visite à Rona pour prendre de ses nouvelles, et Rona admet être amer d'avoir perdu contre quelqu'un de plus jeune. Luke lui dit de ne pas s'y attarder, faisant remarquer que si quelqu'un mérite du ressentiment pour avoir perdu contre lui, ce devrait être Sian.
Rona est stupéfait, ayant refusé de croire les rumeurs selon lesquelles Sian aurait perdu contre son propre fils. Luke l'assure que c'est vrai et promet que lorsqu'il héritera de la direction de la famille, il traitera Rona équitablement tant que Rona acceptera de le servir. Il explique que Rona est un chevalier capable et qu'il a besoin d'hommes forts comme lui. N'y voyant aucun inconvénient, Rona accepte et en retour, Luke lui offre une épée forgée dans le même matériau rare que le couteau qu'il a jadis donné à Dia. Le lendemain, Luke et Tarte quittent la région, partant pour la ville de Milteux où il commencera sa nouvelle vie sous le nom d'Elig Balor. Dans cette même ville, il y a des années, il y avait un groupe de filles qui vivaient dans la rue et elles survivaient en proposant aux nouveaux touristes leurs services pour les guider en ville. La meneuse des filles, la raison principale de leur succès, Maha, est une fille à l'esprit vif qui rêve d'avoir un jour sa propre maison pour qu'elle et les filles puissent vivre ensemble. Cependant, un jour, une pluie soudaine arrête leurs affaires, forçant les filles à s'abriter sous leur abri de fortune et à compter les maigres gains de la journée. À ce moment-là, des brutes vicieuses apparaissent et tentent de les capturer. Maha riposte instantanément avec de la magie, terrassant un poursuivant et créant une ouverture pour que ses amis puissent s'enfuir. Les filles se dispersent et courent de toute leur force, pourtant les hommes parviennent tout de même à attraper Maha et deux autres. Elles sont jetées dans un chariot et transportées vers un complexe à l'extérieur de la ville. Là, le chef des brutes, Torrent, les accueille avec un sourire mielleux et annonce que cet endroit sera leur nouvelle maison. Il dit que tant qu'elles obéiront comme de bons chiens, elles n'auront aucun problème. L'une des filles, Noan, proteste qu'elles n'ont jamais demandé à vivre dans un orphelinat, mais Lloyd, le crétin qui les a traînées là, répond en la frappant. Le type les avertit qu'une nouvelle provocation entraînera une punition pire qu'un simple coup. Les filles sont ensuite placées dans une maison exiguë où le reste de leurs compagnes a déjà été enfermé. Malgré tout, le soulagement se répand parmi elles en voyant que personne d'autre n'a été physiquement blessé. La fille la plus âgée, Eifa, explique qu'elle a appris que Toran recueille des enfants abandonnés parce que la femme du seigneur régional récompense quiconque accueille des orphelins, et ce sale type a l'intention d'empocher cet argent de charité pour lui-même. À ce moment-là, Lloyd revient avec un sac de nourriture, il le jette par terre et les informe que cela doit durer une semaine. Après son départ, elles divisent les pitoyables rations et préparent le peu de nourriture qu'elles peuvent. Assises autour de la table, elles fixent leur repas en silence, craignant l'incertitude dans leur tête. Finalement, quelqu'un force un sourire et rappelle aux autres qu'au moins elles sont toujours ensemble. Dans les jours qui suivent, elles sont traitées plus mal que des esclaves, brutalisées dès qu'elles font une erreur, tout en devant faire les corvées. Toran réprimande Lloyd pour les avoir frappées, non par compassion, mais parce qu'il prévoit de les prostituer et ne veut pas que la marchandise soit abîmée. Un jour, Torrent emmène un vicomte visiter les lieux, et après avoir vu la marchandise, le vicomte paie Torrent et lui dit avec laquelle il veut s'amuser. Cette nuit-là, Lloyd convoque Eifa et Maha à l'extérieur. Il asperge Eifa d'eau et ordonne à Maha de bien la laver et de l'habiller avec l'une des plus belles tenues que les filles ont dû coudre. Une fois Eifa apprêtée et parée, Lloyd l'emmène. Des heures plus tard, les filles dorment quand Eifa revient, l'âme brisée et le corps souillé. Quand Maha la trouve, Eifa pleure dans la grange, suppliant qu'on la laisse seule, mais Maha reste près d'elle en silence, la laissant pleurer. Dès lors, Eifa ne montra plus aucune émotion, et chaque fois qu'elle est envoyée comme marchandise, des morceaux de son âme lui sont arrachés. Quand les autres protestent auprès de Lloyd, il les fait taire, et peu après, toutes les filles, sauf Maha, subissent la même horreur aux mains de ces dégénérés. Une nuit, Noan revient d'une mission et se cache dans la grange, sanglotant tout comme Eifa l'avait fait autrefois. Une fois ses larmes taries, le désespoir prend le dessus et elle commence à se taillader le visage avec une faucille. Maha lui arrache la lame des mains, mais le mal est déjà fait. En pleurs, Noan insiste sur le fait qu'aucun homme ne voudra d'elle maintenant qu'elle est défigurée. Des années plus tard, Torrent et Lloyd discutent de l'avenir de Maha, et elle surprend leur plan de s'amuser avec elle avant de la vendre à un riche noble. L'horreur l'envahit et elle court vers la grange, les souvenirs des visages brisés de ses amis inondant son esprit. Là, elle lève une faucille, se demandant si se défigurer comme Noan pourrait lui épargner ce sort. Mais elle ne l'a finalement pas fait, car une voix calme l'appelle par derrière. Elle y voit Luke, sous son pseudonyme d'Elig, qui la relève en disant que les larmes ne vont pas à son joli visage. Plus tard, Toran rassemble toutes les filles dans l'atelier et présente le nouveau venu, expliquant qu'il souhaite en adopter une. Luke marche droit vers Maha, lui demande ce qu'elle pense être, puis déclare simplement que c'est elle qu'il veut intégrer à sa maison. Toran tente de l'en dissuader, mais Luke propose bien plus d'argent que prévu, et Toran accepte à condition que Luke récupère Maha dans 3 jours, prétextant qu'elle a besoin de préparation. Maha comprend aussitôt l'horreur qu'ils veulent lui infliger durant ces 3 jours, et supplie désespérément Luke de l'emmener sur le champ, mais Toran la fait taire d'un regard noir.
Luke le remarque et avertit Tauren que Maha appartient désormais à sa famille et qu'on ne doit pas lui faire de mal. Cette nuit-là, Maha est lavé et habillé pour sa première confrontation avec l'horreur. Alors que le carrosse roule vers le client qui l'a acheté, Tauren se penche et lui dit qu'à son retour, il prendra son tour avant que Luke n'arrive. Agissant par pur instinct, Maha se jette du carrosse en marche et s'enfuit en courant. Lloyd, qui utilise aussi le mana, la rattrape rapidement. Elle implore sa liberté, mais il sourit et dit qu'il ne l'accordera que si elle le laisse goûter en premier. Alors que ses mains parcourent son corps, Luke surgit et le neutralise. Tauren arrive peu après et tente d'interdire à Luke de l'emmener, mais Luke déclare froidement que Tauren a déjà rompu sa promesse. Lloyd se relève en titubant, alors Tauren lui ordonne de les attaquer tous les deux, suggérant même de jeter le corps de Luke là où personne ne le trouvera. Cependant, Luke maîtrise facilement Lloyd et place un couteau sous la gorge de Tauren. Au même moment, bien plus loin, Tarte se fait passer pour Maha et se rend chez le même vicomte que précédemment. Alors qu'il déchire ses vêtements, des gardes font irruption et l'arrêtent pour trafic à sa plus grande stupeur. À l'aube, le lendemain matin, les filles se rassemblent autour de Nwan et voient que son visage, autrefois défiguré, a été totalement guéri. Et enfin, Maha quitte cet endroit, rejoignant désormais Luke en tant que membre de sa famille. Des mois plus tard, Luke assume pleinement son rôle d'Illig au sein de la famille Balor, et grâce aux enseignements familiaux, Luke guérit son frère de sa maladie. Le père remercie Luke et lui remet les documents d'adoption finalisés, confirmant que Maha est désormais enregistré comme membre légitime de la maison Balor. Quelques jours plus tard, le père revient, cette fois avec des plans d'architecte pour l'un des magasins inutilisés de la compagnie commerciale. Il explique que le bâtiment servait autrefois de magasin d'alcool, mais que de mauvais résultats l'ont forcé à fermer. Espérant que Luke réussisse là où d'autres ont échoué, il lui offre le plein contrôle pour réaménager la propriété. Luke accepte sans hésiter, promettant de concevoir un modèle économique bien plus fiable que la précédente entreprise du magasin. Ce soir-là, après être rentré chez lui, Luke dîne avec Tarte et Maha. Alors qu'ils sont encore à table, il les informe de la proposition de Balor et révèle qu'il a déjà choisi le type d'établissement qu'il compte ouvrir. Il expose son concept de boutique spécialisée axé sur un produit très convoité destiné principalement aux femmes, dont les interactions sociales constantes permettraient à l'information de circuler vite. Il pense qu'ainsi, la boutique pourrait aussi servir de centre de renseignement discret pour soutenir son travail d'assassinat. Il propose de vendre des cosmétiques et Maha souligne que les cosmétiques sont déjà courants à Milteux, ce qui en fait un article difficile à vendre. Cependant, Luke sourit simplement et l'assure qu'il a quelque chose d'assez unique pour dominer la demande. Quelque temps plus tard, Luke invite ses faux parents à une démonstration privée de son nouveau produit. Balor arrive enthousiaste et curieux, tandis que sa femme reste ouvertement froide envers Luke, toujours convaincu qu'il est le bâtard de son mari et d'une traînée, et elle le déteste. Luke dévoile alors une crème hydratante, chose inexistante dans ce monde, et pour cette raison, Luke est convaincu qu'elle suscitera un intérêt immédiat. Il explique son fonctionnement et demande à l'épouse de la tester personnellement. Bien que sceptique au début, elle l'applique et remarque rapidement la différence sur sa peau. Sa haine se transforme en stupéfaction lorsqu'elle voit qu'elle ressemble désormais à une Kardashian à petit budget. Balor lui demande alors de présenter la crème à son cercle social, ce qu'elle accepte avec empressement, déclarant même qu'elle reconnaîtrait publiquement Luke comme son fils si cela lui garantissait l'accès au produit. Encouragé, Balor annonce qu'il consacrera les ressources de l'entreprise à une production à grande échelle et presse Luke d'augmenter les effectifs. Cependant, Luke leur dit d'être prudent, car embaucher trop d'ouvriers trop rapidement augmenterait le risque de fuite de la formule qu'il a utilisée pour créer l'hydratant. Balor demande combien de temps un système de production sécurisé nécessiterait et Luke répond qu'il faudra 1 mois. Cependant, il précise qu'un composant clé de la crème repose sur un élément que possède sa famille d'assassins. Et bien que cela coûte cher, Balor accepte d'apporter son soutien à Luke. Puis Luke rentre chez lui avec Tarte, et en chemin, il explique que si le partenariat enrichira sa propre famille, il n'a pas l'intention d'apprendre à la compagnie Balor comment fabriquer l'ingrédient secret lui-même, car être le seul à détenir la recette signifie qu'ils ne pourront jamais être écartés. 6 mois plus tard, la boutique de Luke, nommée Orna, ouvre ses portes et les clients affluent, tous voulant ressembler à Megan Fox à son apogée. Maha et plusieurs de ses compagnes secourues gèrent les opérations quotidiennes avec une efficacité remarquable, transformant les filles autrefois abandonnées en personnel de la boutique. Pendant ce temps, Luke et Tarte observent la foule, et Luke admet qu'il ne s'attendait pas à une expansion aussi rapide. Tarte note que la réputation du magasin a déjà atteint d'autres nations, des princesses étrangères voulant mettre la main sur l'hydratant de Luke.
Tarte le félicite d'avoir permis à Maha d'employer ses anciennes compagnes, y voyant sa bonté, mais Luke la corrige, insistant sur le fait que la décision d'embauche était entièrement l'initiative de Maha. Malgré cela, Tarte soutient que seule une personne compatissante l'aurait approuvé. Ensuite, il parle de leurs rivaux sur le marché et de la façon dont ils ont tenté d'infiltrer les ateliers Balor, corrompant les employés pour révéler la formule de la crème. Mais malgré tout cela, personne n'a découvert l'ingrédient crucial. Cette nuit-là, Luke détecte une présence s'introduisant sur son domaine. Plutôt que de trancher lui-même la tête de l'intrus, il laisse Tarte et Maha s'en charger. Les deux capturent l'intrus et l'enferment dans la cave. Lorsque Luke inspecte plus tard leur travail, il trouve l'homme ligoté et prêt pour l'interrogatoire. Il félicite les filles d'avoir appliqué leur entraînement et observe discrètement alors qu'elles lui soutirent des informations. Quelques jours plus tard, Luke les laisse aux commandes pendant qu'il rend visite à Dia, poursuivant une tradition mensuelle depuis qu'elle a fini de le former. À son arrivée, Dia l'accueille. Il passe la journée à revoir ses dernières transcriptions de sorts, à partager des sucreries et du thé et à discuter de leurs progrès respectifs. À la tombée de la nuit, Luke s'en va, promettant de revenir bientôt. De retour chez lui, Tarte et Maha le rejoignent dans sa chambre et y passent la nuit. Le lendemain matin, quand Luke s'éveille, les filles le saluent, mais elles sentent une odeur crémeuse. Luke tente vite de se couvrir, réalisant qu'il vient de faire un rêve plutôt épicé. Mais les deux filles proposent de lui faire un bon vieil exercice de gorge chaque matin pour l'aider, proposant même de se relayer, ce qui embarrasse Luke. Des mois plus tard, deux amis de Maha rentrent chez elle avec des cadeaux pour Luke quand soudain, deux voyous surgissent de l'ombre pour les détrousser. Les filles sont pétrifiées de peur alors que les hommes s'approchent, mais avant que leurs mains sales ne les touchent, Maha surgit et leur sert une correction mémorable, sauvant ses amis avant qu'elles ne perdent la moindre pièce. Son arrivée spectaculaire laisse les filles secouées, à la fois soulagées et admiratives, et le récit de son intervention se répand vite dans leur entourage. Le lendemain matin, alors que la boutique est pleine de clients, Luke observe de loin. À ce moment, Tarte revient de mission et présente une petite collection de boutons d'uniforme pris sur des ennemis vaincus comme preuve de ses victoires, après que Luke l'a envoyé au combat pour l'entraîner. Luke les examine avec une légère désapprobation et remarque sèchement que collectionner des trophées sur des cadavres est un comportement de déséquilibré. Il ajoute ensuite, d'un ton plus doux, que ses exploits sont déjà connus à Milteux où on commence à l'appeler la Vierge guerrière à la vitesse de l'éclair. Tarte rougit d'embarras à ce titre et le supplie de ne jamais l'appeler ainsi. Plus tard, la boutique étant le plus grand succès depuis la sortie de Macintosh, Luke charge Maha de superviser les finances et de recueillir des informations auprès des nobles de haut rang qui aiment les potins. En tant que cerveau derrière le magasin, la réputation de Luke croît avec l'entreprise, lui valant des invitations à des réceptions de rois et de reines, dont il profite pour glaner encore plus d'informations. Plus tard ce jour-là, Luke s'entretient en privé avec Maha pour revoir les préparatifs de son départ de la ville. Elle rapporte que tout est prêt pour qu'elle gère Orna seule en son absence, car la période accordée par Sian pour vivre sous l'identité de Balor touche à sa fin, et Luke compte reprendre sa vie sur les terres de sa famille. Maha promet qu'avec elle aux commandes, elle élèvera la marque jusqu'à ce que des méchants d'autres animés puissent obtenir le produit. Elle révèle son intention d'acquérir d'autres propriétés en ville et explique qu'un emplacement appartenait autrefois à un homme d'affaires influent. Dès que Luke voit les documents, il comprend pourquoi elle a choisi celui-ci, car lors de son enquête sur le passé de Maha, il a appris que le bâtiment en question est la toute première boutique ouverte par son père. Ses parents étaient des marchands respectés dont l'entreprise prospère a été saisie après leur meurtre par un associé qui les a trahis. Plutôt que de chercher à se venger, la jeune Maha a fui son lieu de naissance, terrifiée à l'idée d'être elle aussi prise pour cible. Luke comprend que récupérer le site est plus qu'une affaire commerciale, c'est une tentative discrète de restaurer ce qui a été volé à sa famille. Il lui dit calmement qu'il n'a aucune objection à ce que ses motivations personnelles influencent leur entreprise, tant que les affaires restent sa priorité. Soulagée, Maha promet qu'elle justifiera sa confiance par des résultats. À ce moment-là, on frappe à la porte et entre les filles que Luke a sauvées, qui font maintenant toute partie du personnel du magasin. Elles offrent timidement à Luke un paquet de tisanes en cadeau d'adieu, le remerciant d'avoir changé le cours de leur vie et exprimant leur tristesse de le voir partir. Luke les assure qu'il ne les oubliera pas et leur demande de continuer à soutenir Maha et Orna pendant son absence. Quelques jours plus tard, Maha aide Luke pour les derniers préparatifs du voyage de retour, et elle est surprise de voir sa vraie couleur de cheveux alors qu'il s'apprête à quitter sa vie de Balor. Quand Tarte entre vêtu de sa tenue de combat habituelle, Maha vante son allure frappante. Peu après, tous les trois sortent vers le carrosse qui les attend. Avant que Luke et Tarte ne montent, ils s'arrêtent pour un dernier échange.
Luke rappelle à Maha qu'Orna est désormais entre ses mains et il attend d'elle qu'elle continue à faire croître l'entreprise jusqu'à ce qu'elle rivalise avec la Tesla d'Elon Musk. Tarte s'excuse doucement de la laisser derrière elle après le lien qu'elles ont tissé, mais Maha insiste sur le fait qu'elle est heureuse que Luke ne voyage pas seul, même si elle envie la place de Tarte. Elle remet ensuite à Luke une petite poupée artisanale qu'elle a fabriquée pour qu'il se souvienne d'elle et exprime ses doutes passés, rappelant l'enseignement de son père sur la confiance. Elle dit savoir que Luke l'a initialement recueillie parce que son mana la rend utile pour ses missions. Pourtant, malgré ce début sombre, elle est reconnaissante qu'il choisisse de la garder. Luke accepte son cadeau, mais le poids de ses aveux plane entre eux alors qu'il s'en va. Sur le chemin du retour vers sa famille, le carrosse s'arrête soudainement lorsqu'une meute de monstres de type loup surgit. Tarte ordonne immédiatement au cocher de s'abriter à l'intérieur et demande la permission d'engager le combat seule. Luke la lui accorde et elle saute du carrosse, lance à la main et massacre les bêtes. Le temps que le cocher ose à nouveau jeter un coup d'œil, la bête est déjà cuite. Luke observe attentivement ses mouvements, notant à quel point elle est devenue plus vive et rapide après 2 ans de combat constant. Après avoir loué son exécution parfaite, il scrute la nature environnante et se dit que l'activité des monstres sur les terres humaines est le signe que l'apparition du héros prophétisé ne saurait tarder. Quelque temps plus tard, le carrosse pénètre dans la région de la famille de Luke et avant de retourner au domaine, Luke et Tarte s'arrêtent dans les villages. Les habitants accueillent leur jeune maître avec le sourire et lui offrent de la nourriture en remerciement de la prospérité que son commerce avec la compagnie Balor leur apporte. Quand le carrosse atteint enfin le manoir, Ezri se précipite et serre Luke fort dans ses bras, lui disant à quel point il lui a manqué et lui interdisant de repartir. Une fois qu'elle l'a relâché, Ezri se tourne chaleureusement vers Tarte, la remerciant d'être restée fidèle à son fils têtu. Luke demande ensuite des nouvelles de son père, et Ezri l'informe que Sian est dans son bureau. Luke s'y rend, et à l'intérieur, Sian lève les yeux de son travail, prend acte de son retour et le félicite d'avoir achevé sa dernière période de formation. Il déclare que Luke est devenu un véritable adulte et qu'il en est fier. Devenant sérieux, Sian explique que l'envoyer vivre comme marchand sert plus que des objectifs opérationnels, car cela permet à Luke de connaître une vie totalement différente de celle de leur famille. Selon Sian, Luke a l'aptitude pour réussir dans les 2 mondes, révélant que Balor lui-même est venu, convaincu que Luke excellera comme marchand, et a pressé Sian pour que Luke abandonne totalement l'assassinat. Sian dit qu'il ne s'opposera pas à un tel choix si Luke le souhaite, mais Luke l'assure que même s'il apprécie son temps en tant qu'Illig Balor, son identité d'assassin ne sera jamais remplacée. Sian insiste une fois de plus pour en être certain, et Luke répond sans hésiter que vivre en tant qu'Illig Balor, le marchand, était amusant, mais que rester dans ce rôle l'empêcherait d'épouser Dia, la femme qu'il aime, car elle est noble et Illig ne l'est pas. Sian rit de ce raisonnement tout en louant le discernement de Luke et affirme qu'il est libre de continuer sur la voie de l'assassin. L'affaire étant réglée, Sian confie à Luke sa première mission officielle. Il lui remet le dossier et expose la situation d'un noble corrompu qui vend secrètement des renseignements militaires aux États voisins en échange de stupéfiants. La trahison menace la sécurité nationale et la mort de l'homme est autorisée. Sian informe Luke qu'il peut exécuter l'opération par la méthode qu'il jugera appropriée. Ensuite, Luke retourne dans ses quartiers et expose les détails de la mission à Tarte. Il explique que leur cible est le comte Asba Venkor et qu'avant d'agir, il a l'intention de vérifier personnellement si le noble mérite vraiment un couteau sous la gorge. Il compose un court message chiffré pour organiser l'accès à la résidence du comte, puis l'envoie par pigeon voyageur à Maha. Le lendemain matin, Ezri surgit dans la chambre de Luke et quand Luke demande à la vieille peau pourquoi elle est là, elle révèle que les filles lui ont parlé de son désordre crémeux matinal et elle veut maintenant le voir. Luke demande si elle veut vraiment voir le cornichon crémeux de son fils et la mère déjantée répond que oui. Cependant, avant qu'elle ne puisse le faire, Tarte arrive pour lever Luke pour le petit déjeuner et alors qu'il est en train de se changer, il pousse sa mère dehors, curieuse de voir son engin tout-puissant. Ensuite, Ezri lui présente les portraits de 3 jeunes femmes nobles, le pressant de choisir celle qu'il préfère. Lorsqu'il demande une explication, elle déclare joyeusement que la fille qu'il choisira deviendra sa future épouse. Luke rejette l'idée, affirmant qu'il n'a aucune intention de contracter un mariage arrangé. Sa mère en est agacée et se plaint de vouloir tenir des petits-enfants dans ses bras avant qu'il ne soit trop tard. Tarte endure en silence les jappements de cette mère déjantée, mais Luke remarque sa difficulté et lui donne la permission de dire ce qu'elle pense. Soulagée, Tarte s'incline poliment devant Ezri et dit que la maîtresse de maison se comporte comme une vraie gamine qui aime balancer ses melons sur OnlyFans.
Elle ajoute qu'il est trop tôt pour que Luke pense à étendre son domaine, mais Esri rétorque que s'il peut tirer avec son pistolet, alors il devrait s'en donner à cœur joie et répandre sa semence. Soudain, Ezri a une idée et propose que Tarte elle-même devienne la mère des enfants de Luke, arguant que la jeune fille possède du mana et ne porte aucun des bagages politiques habituels chez les mariés nobles. En entendant cela, Tarte devient rouge pivoine, mais ne rejette pas la proposition. Luke intervient avant que la conversation ne s'envenime, disant à sa mère d'arrêter de dire des bêtises, mais Esri insiste sur son sérieux et l'accuse d'être cruel et déraisonnable envers elle. Elle se met à sangloter pour culpabiliser Luke, mais ses larmes de crocodile n'ont aucun effet sur un dur comme lui, et il se jure d'être froid et sévère chaque fois qu'il traite avec sa mère. Cette nuit-là, Luke et Tarte s'éclipsent discrètement du domaine afin de commencer une reconnaissance approfondie dans le domaine de Vankor. Luke souhaite ainsi connaître chaque détail sur le comte et sur les terres sous son autorité. Grâce à leur vitesse extraordinaire, ils atteignent la région au matin. En traversant les villages, ils croisent de nombreux soldats blessés. Luke observe que ces pertes résultent de combats perdus d'avance, et les défaites sont inévitables car leurs stratégies sont vendues à l'ennemi par les nobles censés les diriger. Cherchant un endroit plus calme, le duo prend un chemin de traverse et croise une fille vendant des pots de confiture. Elle leur propose d'en acheter, et Tarte en choisit un qu'elle tend à Luke. Quand il y goûte, il détruit vite le reste du lot, et la pauvre fille tente désespérément de sauver ce qu'elle peut alors que 3 voyous s'approchent, demandant pourquoi ils ont détruit les confitures. Avec aisance, Luke et Tarte les battent, et Tarte se demande si ces hommes font partie du réseau de distribution de drogue. Luke répond que ce ne sont que des sbires, et que c'est leur chef qu'ils doivent cibler. Il se tourne vers la fille et lui demande doucement si elle sait ce qu'il y a dans sa confiture, mais la fille traumatisée dit simplement que sa mère en a besoin. Luke et Tarte l'accompagnent chez elle, et trouvent sa mère toxicomane furieuse quand la fille avoue avoir perdu les pots. Alors que la femme semble sur le point de frapper son enfant, Luke intervient et la plaque au sol. La fille tente d'intervenir, mais Tarte la retient doucement et lui demande de regarder. Grâce à sa magie, Luke l'assomme et explique à Tarte qu'il a modifié la physiologie de la femme pour que son corps n'ait plus besoin de la substance. Cependant, la dépendance psychologique demeure, ce qu'aucune de ces techniques ne peut effacer. En ayant vu assez, ils rentrent chez eux au moment où une cargaison de cosmétiques Orna est déchargée. Cachée parmi les marchandises, une lettre codée de Maha confirme que le comte Vankor dirige un réseau de stupéfiants, et comme il est soutenu par des nobles corrompus, Luke décide que c'est un travail pour les assassins. Quelques jours plus tard, Luke et Maha se rendent chez le comte et Maha en profite pour se blottir contre Luke, disant qu'il lui manque. Maha demande ensuite si sa relation avec Tarte a progressé, et quand il demande ce qu'elle veut dire, elle lui demande s'il a fait du yoga chaud avec elle. Elle raconte que Tarte accepterait d'être au second plan derrière Dia et d'être une maîtresse, et que Maha ressent la même chose. Cependant, Maha dit à Luke que puisqu'elle contrôle Orna Cosmetics, elle fera en sorte qu'il ne puisse jamais se débarrasser d'elle et n'ait d'autre choix que de succomber. Ils arrivent ensuite chez le comte Vankor sous prétexte de présenter le nouveau produit d'Orna à sa femme. Et une fois que l'épouse l'essaie, elle demande avec empressement pourquoi ils ont choisi sa maison. Luke répond avec aisance qu'ils souhaitent associer leur marque à l'influence de son mari, et elle accepte. À ce moment, Venkar entre en personne, et Luke se présente comme Illig Balor et commence à couvrir le compte des loges, s'assurant qu'il ne soupçonnera rien. Venkar les remercie d'avoir ravi sa femme, notant qu'elle adore les cosmétiques presque autant qu'elle l'adore lui. Il s'excuse ensuite pour aller s'occuper de ses affaires, en lui faisant ses adieux. Luke se contente d'observer l'échange, absorbant chaque détail. Quelques jours plus tard, Luke assiste à une réception au domaine Venkar, et comme d'habitude, les admiratrices se pressent autour de lui. Mais dès que la femme du comte apparaît avec son nouvel hydratant, les dames l'assaillent comme des hommes des cavernes découvrant le feu. Venkar s'approche de Luke, un verre à la main, et s'excuse d'avoir profité de sa popularité pour rehausser le prestige de la fête. Luke l'assure qu'il ne s'en offusque pas et oriente la discussion vers le commerce, mais Venkar écarte l'idée, affirmant que sa société est trop petite face à un géant comme la compagnie Balor. Toute la nuit, il se mêle aux invités, porte des toasts avec Maha et ne perd jamais de vue sa cible. Tard cette nuit-là, après les festivités, Luke et Tarte retournent discrètement dans la région de Vankar pour exécuter la mission. Grâce à la femme du comte, Luke a appris l'habitude nocturne de Vankar de boire seul sur la terrasse avant de se retirer. De loin, Luke active ses yeux mystiques et vise le comte, pensant que contrairement à sa vie passée, il ne le fait pas comme un outil, mais comme une personne ayant pris sa propre décision. Le cœur plein de conviction, Luke tire et le comte s'effondre sans savoir que la mort est venue le chercher.
Cependant, sa femme le trouve, et en la voyant en larmes, Luke se sent submergé par l'émotion, chose que son ancien moi n'avait jamais ressentie, obligeant Tarte à le calmer. Des semaines plus tard, Luke et Tarte sont sur un radeau après un entraînement intensif sur une île déserte et retrouvent Maha qui les accueille mais les prévient qu'elle a de mauvaises nouvelles. Pendant le trajet en calèche, elle commence par une bonne nouvelle. Elle a localisé le trésor divin sur lequel Luke lui avait demandé d'enquêter. Ne sachant pas ce que c'est, Tarte demande et Luke explique que ces reliques sont des outils dotés de capacités divines que la main de l'homme ne pourra jamais reproduire. Il ajoute qu'elles remontent à des époques anciennes et que, selon la légende, elles ne peuvent être détruites par aucun moyen. Alors que Luke parcourt le dossier complet que Maha lui remet, elle précise que l'artefact en question est la légendaire lance magique Gae-Bolg et que son propriétaire actuel est un guerrier nommé Setanta Macness, également connu sous le titre de Chien de Carne. Maha a déjà entamé des négociations avec lui pour acheter l'arme, et des rumeurs circulent selon lesquelles Setanta lui-même pourrait être le héros de la prophétie, bien que rien ne soit confirmé. Luke lui demande si elle peut l'obtenir, et elle pense qu'un accord est à portée de main et qu'elle obtiendra la lance pour lui. Elle passe ensuite aux nouvelles plus sombres et les informe qu'une guerre civile a éclaté dans le royaume de Swigol et que le royaume de Dia a rejoint l'armée royaliste. Luke et Tarte sont stupéfaits, mais Maha n'a pas fini et ajoute que la faction rebelle possède un champion redoutable qui nettoie le champ de bataille comme un glouton dans un buffet et ce monstre n'est autre que Setanta Macness. Le lendemain, Luke arrive à l'improviste chez Dia qui l'accueille avec des taquineries, l'accusant d'avoir regretté ses joues douces. L'invitant à entrer, elle sert le thé et lui demande s'il a apporté des chocolats, comme il le fait souvent. Lorsqu'il répond non, elle lui demande simplement d'en apporter lors de sa prochaine visite. Luke est troublé par son attitude décontractée et l'interroge sur la guerre et si elle se passe mal. Dia en rit, insistant sur le fait que sa région reste paisible malgré ce qui se passe dans le royaume de Swigel. Toujours inquiet, Luke insiste, demandant si sa famille a vraiment rejoint les combats. Dia lui dit de ne pas s'inquiéter, rappelant que sa lignée est composée de sorciers surpuissants égaux à Gojo. Cependant, il refuse de céder et lui rappelle avec insistance que les nobles rebelles ont insulté la famille royale et ont lancé une véritable révolte. Dia le félicite en plaisantant d'en savoir autant sur un royaume étranger et dit que si Swigel avait des assassins comme lui, aucune révolte n'aurait survécu. Luke lui propose alors d'organiser le départ sécurisé de toute sa famille hors du pays en utilisant son statut d'Illig Balor. Mais cette suggestion a le don d'agacer Dia et elle lui répond sèchement qu'elle ne veut aucune aide de ce genre et qu'elle n'abandonnera jamais son peuple en cette période difficile. Elle déclare ensuite qu'il est inutile de se soucier de choses qui échappent à son contrôle et insiste pour qu'il l'accompagne dehors. Il tente de l'arrêter, arguant que ce n'est pas le moment de s'amuser, mais elle l'ignore et lui fait choisir une robe. Après avoir changé de couleur de cheveux, ils se promènent en ville jusqu'à ce que Luke lui demande ce qu'elle veut déjeuner. Alors qu'il énumère les plats des restaurants voisins, son attention est attirée par un marchand passant avec un cheval. Dia demande ce qui ne va pas et Luke dit qu'il a un sixième sens pour les guerriers et peut détecter leur présence et il sent que cet homme est un vétéran. Il remarque que la ville est pleine de combattants et Dia explique que la guerre a amené des militaires dans la zone pour renforcer les défenses. Alors qu'ils poursuivent leur rendez-vous, Dia repère un stand de tir et y entraîne Luke avec enthousiasme. Elle lui demande de lui gagner un ours en peluche mais lui interdit d'utiliser la magie, jugeant cela injuste. Luke réalise que même sans magie, son talent rendrait la victoire malhonnête, alors il décide de coacher Dia. Son premier tir échoue, alors il lui dit de se détendre et de réessayer. Le deuxième tir échoue aussi, mais le troisième réussit et elle gagne le prix elle-même, ce qu'elle fête. Ensuite, elle annonce qu'elle veut des lasagnes, alors ils vont dans un restaurant réputé pour cela. Pendant qu'ils mangent, Dia remarque qu'elle préfère la cuisine de Luke, alors il promet de lui préparer un repas lors de sa prochaine visite. Pendant un instant, son sourire s'efface pour laisser place à la tristesse et Luke lui demande ce qui ne va pas. Elle insiste sur le fait que tout va bien et lui fait promettre à nouveau de cuisiner pour elle. Sur le chemin du retour, ils croisent un garçon perdu et Luke le fait parler en utilisant l'ours en peluche comme une marionnette. L'enfant explique qu'il a été séparé de sa mère, alors Dia utilise sa magie pour localiser la voix de la femme et les réunir. Ensuite, Dia emmène Luke vers une source chaude isolée, et Luke hésite quand il réalise qu'ils sont seuls dans le bain et qu'elle prévoit quelque chose de piquant. Mais Dia refuse de le lâcher et l'entraîne dans l'eau. Ils s'amusent dans l'eau où Dia manque de se noyer, puis se laisse porter, tandis qu'elle évoque sa ville natale chérie qu'elle ne quittera jamais.
Elle dit qu'elle attend le retour de son père du champ de bataille et qu'elle ne peut donc pas partir avec Luke, même pour sa propre sécurité. Il accepte de respecter ses souhaits, mais insiste sur le fait qu'il préparera tout de même une voie d'évacuation si elle change d'avis. Dans l'eau, l'ambiance devient intime et ils partagent un doux baiser pour clore leur rendez-vous. Ensuite, Luke est sur le point de rentrer chez lui et promet qu'il reviendra lui rendre visite. Cependant, Dia lui dit qu'elle sera occupée pendant un certain temps, alors Luke promet qu'il lui préparera ses propres lasagnes rien que pour elle et qu'il l'attendra. Alors que Luke s'éloigne, elle garde un sourire radieux, mais dès qu'il est parti, son sourire disparaît et elle ordonne à ses hommes d'arrêter de faire semblant. À ce moment précis, tous les habitants du village se révèlent être des soldats. En fait, Dia avait menti à Luke depuis le début, lui faisant croire que sa ville était paisible. Elle ne voulait pas qu'il s'inquiète et désirait par-dessus tout que leur dernière rencontre reste un moment inoubliable et magnifique. Quelque temps plus tard, Luke est allongé dans un champ, contemplant le collier que Dia lui a offert autrefois quand Tarte arrive en courant vers lui avec de mauvaises nouvelles. Elle rapporte qu'un problème est survenu, et ensemble ils se précipitent chez eux où ils trouvent ses parents soignant un messager blessé. Sian informe Luke que l'homme leur a confié un travail et Sian veut que Luke l'accepte. La mission que Tion révèle est d'assassiner la fille du comte Viekon et elle n'est autre que Dia Viekon elle-même, le premier amour de Luke, ce qui le choque. Sian dit à Luke qu'il n'est pas obligé d'accepter le travail s'il ne le souhaite pas et révèle la vérité sur ce qui s'est passé. Il dit qu'après que le royaume de Dia a subi une défaite dans sa guerre contre les rebelles, le père de Dia a accepté l'entière responsabilité de cet échec. Il a cédé la majorité de ses terres et de ses richesses en guise d'expiation, mais les rebelles voulaient plus et avaient des vues inquiétantes sur Dia elle-même. Espérant éviter de nouvelles effusions de sang et un conflit inutile, son père a accepté que Dia contracte un mariage arrangé avec un prétendant de leur choix, et Dia était pleinement consciente de cette décision. Cependant, les fidèles soldats de son père ont rejeté cette idée, ont attaqué l'envoyé royal venu la chercher et se sont retirés avec la famille Viekon dans la forteresse, scellant les portes du château derrière eux. En apprenant ce soulèvement, la cour royale a déclaré le comte Viekon instigateur d'une seconde guerre civile et a ordonné la mort pour tout son territoire. Luke en déduit rapidement que l'objectif ultime de la couronne est de mettre fin au conflit en éliminant complètement Dia. Il exige de savoir qui a sollicité leur service, et Sian révèle que le client est le propre père de Dia, le comte Viekon. Le messager blessé qui gît devant eux est l'un des soldats du comte qui a risqué sa vie pour transmettre cette demande. Cependant, Sian révèle que la véritable requête du père de Dia n'est pas l'assassinat de sa fille, mais plutôt une mort simulée pour qu'elle puisse être sauvée et quitter le royaume pour de bon. Le comte a réalisé que même s'il arrêtait la rébellion, le royaume continuerait d'envoyer des armées jusqu'à ce que sa ville soit rasée, car ils ne s'arrêteront pas tant que la lignée Viekon ne sera pas effacée. Déterminé à sauver sa fille, le comte savait que son seul espoir était cette famille d'assassins. Luke se demande pourquoi Sian a accepté une telle mission alors que leur clan doit allégeance au royaume, et Sian répond simplement qu'il a une dette personnelle envers Viekon. Il ajoute que si Luke refuse, il ira personnellement secourir Dia, mais il sait pertinemment qu'avec son mana limité, il n'arrivera tout simplement pas à temps. Luke pèse soigneusement les conséquences, et se rappelant qu'il n'était autrefois qu'un outil sans émotion, il refuse de répéter la même erreur. Finalement, l'amour l'emporte et il accepte la mission, tout en sachant qu'il trahit son royaume. Sian le félicite d'avoir enfreint ses principes pour sauver la femme qu'il aime et révèle qu'il a fait de même autrefois. Luke est surpris, car toute sa vie, il a connu son père comme un homme de principe. Sian révèle alors que la seule fois où il l'a fait, c'était pour sa mère, Ezri, qui fait aussi partie de la famille Viekon, ce qui signifie qu'en réalité, Dia est la cousine de Luke. Ensuite, Luke se prépare à se rendre sur le territoire de Viekon, qui se trouve à des centaines de kilomètres. Cependant, Tarte demande à l'accompagner et même si elle sait que son mana ne suffira pas jusqu'à destination, elle veut l'aider en le portant pour économiser le sien autant que possible. Utilisant la magie du vent que Luke lui a enseignée, elle le tire derrière elle, le transportant à une vitesse comparable à celle de Flash. Luke est stupéfait de voir jusqu'où elle est prête à aller pour lui, mais s'inquiète de l'épuisement que cela lui cause. Pourtant, Tarte ne semble pas se soucier du fardeau qu'elle doit porter, car son seul désir est de lui être utile. Depuis le début, elle a compris que Luke l'avait recueilli en raison de son pouvoir et de sa capacité à utiliser le mana. Cependant, elle sait aussi qu'il lui a sauvé la vie et lui a offert un avenir qu'elle n'aurait jamais eu autrement. C'est pourquoi elle n'hésite pas à se dire que sa vie lui appartient. Alors qu'il fonce, la pluie commence à tomber à verse. Luke lui crie de s'arrêter pour préserver ses forces, mais elle refuse et continue d'avancer. Elle ne ralentit pas même quand l'épuisement la gagne et ce n'est que lorsque son mana est épuisé qu'elle s'arrête, le contre-coup la projetant en arrière. Luke la rattrape avant qu'elle ne touche le sol, la remerciant de l'avoir portée si loin.
Tarte lui demande de lui promettre que quoi qu'il arrive, il reviendra avec Dia vivante et Luke lui promet qu'il le fera. Il part ensuite seul vers Viocone et dès qu'il disparaît de sa vue, Tarte fond en larmes car, malgré tout, elle est amoureuse de lui et cela la brûle de l'intérieur de savoir que son cœur n'appartient qu'à Dia. Des heures plus tard, Luke atteint sa destination et s'arrête pour évaluer le champ de bataille. Il compte que l'armée royale s'élève à environ 1500 hommes, tandis que les défenseurs de Viocone en ont à peine 200. Il voit que les assaillants possèdent aussi bien plus de mages, mais curieusement, ils n'ont pas réussi à pénétrer dans la ville. Se joignant au combat, Luke se déplace vers un point d'observation caché et assemble son fusil. Un par un, il commence à éliminer les mages royaux, et ils commencent à paniquer. À leur insu, Dia elle-même tirait depuis le château, si bien que l'apparition soudaine d'un second tireur invisible les déconcerte. Luke rend la situation plus chaotique en projetant des pierres de feu chargées de mana dans leur formation, leur donnant un avant-goût de ce que sont les grenades. Saisissant l'occasion, les forces de Viocone chargent l'armée royale et une bataille rangée éclate sur tout le terrain. Au milieu du tumulte, Luke se glisse vers le périmètre du château et la vue d'un cadavre lui donne une idée. Utilisant ses yeux mystiques, il trace le chemin le plus sûr à travers le chaos vers la chambre de Dia. Enfin, il atteint la porte et la déverrouille silencieusement. Dès que Dia voit l'homme qu'elle aime, elle court se jeter dans ses bras, heureuse qu'il soit revenu. Remarquant à quel point Luke et Dia se serrent l'un contre l'autre, le comte s'avance avec un sourire soulagé et dit qu'il est heureux que sa fille soit entre de bonnes mains. Il explique que ses propres soldats les ont enfermés dans la chambre après avoir réalisé qu'il était sur le point de se rendre à l'armée royale, et Luke lui demande ce qu'il compte faire maintenant qu'une opportunité s'est présentée. Le comte dit qu'il ira sur le champ de bataille pour attirer toute l'attention sur lui, car c'est lui que l'ennemi veut le plus. Puis, une fois ses alliés en sécurité, il s'éclipsera et se cachera jusqu'à ce qu'il puisse contre-attaquer un jour. Luke accepte le plan et ajoute qu'il mettra le feu à la pièce pour faire croire que Dia, désespérée, s'est donné la mort. Pour rendre ça crédible, il traîne un soldat mort pour servir de doublure brûlée et le comte loue son idée de génie. Luke dit alors à Dia d'ouvrir la fenêtre vers le champ de bataille et de crier qu'elle n'appartiendra jamais à personne. Elle s'apprête à le faire, mais au moment de crier, l'instinct de Luke hurle au danger, le même sentiment qu'il a eu dans sa vie passée lors de sa trahison. S'y fiant, il active ses yeux mystiques et scrute en bas. Là, il repère le héros prophétisé, Setanta Macness tenant l'arme divine Gaebolg. Dès que Luke comprend ce qu'il s'apprête à faire, son pouls s'accélère. Setanta lance la lance et elle déchire tout sur son passage en volant vers le château. En un instant, Luke lance un sort pour la ralentir et plaque Dia au sol. La lance s'écrase dans la chambre avec une force dévastatrice. Pourtant, l'arme elle-même reste intacte. Elle rebondit et revient vers Setanta comme le marteau de Thor. Grâce à sa vision mystique, Luke voit Setanta déborder de mana et il crée rapidement un canon. Il crie à Dia et au comte de se boucher les oreilles et d'ouvrir la bouche, puis tire droit sur Setanta. L'explosion est énorme, mais quand la fumée se dissipe, Setanta est toujours debout, et malgré le sang sur son visage, le monstre sourit et dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu mal. Luke réalise qu'il a une compétence de rang S, Berserk, qui booste sa magie et sa force par la rage comme s'il était Guts. Setanta l'interpelle et offre à Luke le choix entre voir tout le monde mourir ou l'affronter en duel comme un chevalier. Il jure que si Luke gagne, il se retirera et n'attaquera plus jamais les terres de Viocone. Dia supplie Luke de refuser, mais il reste silencieux, réfléchissant vite. Il sait que Berserk plus son Gaebolg rendent Setanta presque imbattable, et dans un duel loyal, Luke n'a aucune chance de gagner. Cependant, Luke choisit d'accepter le duel, et Dia pousse un cri d'horreur. La voyant à l'agonie, Luke admet qu'il perdrait au combat, mais lui dit calmement qu'il survivra. Invoquant un engin explosif, il dit qu'il n'est ni chevalier ni héros, mais un assassin et qu'il finira la bataille comme tel. Il utilise ensuite la magie pour envoyer la bombe ailleurs et demande au comte de l'accompagner voir Setanta, disant qu'il a besoin de sa présence quand il l'assassinera pour mettre fin à la guerre civile. À leur approche, les soldats de Viocone reculent pour éviter l'affrontement. Le visage de Setanta s'illumine à la vue d'un challenger et il exige de connaître le nom de Luke. Luke répond qu'il s'appelle Ferry Marconi pour cacher sa véritable identité et remarque que les blessures de Setanta sont déjà guéries. Voyant cela, il demande si Setanta se retirera vraiment si Luke gagne, et Setanta jure sur la vie de sa mère qu'il le fera. Avec assurance, Luke promet que Setanta ne verra pas demain, ce qui fait rire le berserker de bon cœur. Ensuite, Setanta ordonne à ses soldats que s'il perd, l'armée devra honorer son serment et battre en retraite. Il dit ensuite à Luke de commencer, mais Luke retarde le combat, demandant à Setanta d'éloigner toutes les troupes pour que personne d'autre ne soit pris dans son coup ultime.
N'y voyant aucun problème, Setanta accepte et le comte fait de même, mais pas avant d'avoir souhaité bonne chance à Luke. Maintenant qu'ils ne sont plus que deux, Luke sort son couteau et présente une pièce, disant qu'ils commenceront quand elle touchera le sol. Setanta accepte, et alors que la pièce commence à descendre, ils se préparent tous deux à s'arracher les yeux, pendant que la déesse regarde avec amusement depuis les cieux, voyant la croissance de Luke. Mais au moment où elle tombe, le dispositif que Luke a préparé plus tôt descend du ciel comme une étoile filante, explosant comme le Fat Man au Japon. Dans sa vie antérieure, Luke connaissait une super arme appelée les tiges de Dieu, et en utilisant la magie qu'il a apprise dans ce monde, il a recréé l'arme de destruction massive et l'utilise pour vaincre le berserker à la lance. L'explosion est cataclysmique et l'onde de choc projette Luke dans les airs, le forçant à amortir l'impact avec de la magie, s'écrasant contre un mur en ruine, mais survivant. À travers une vision défaillante, il est sûr d'avoir gagné le combat, mais il s'effondre. Puis Luke se réveille au son de Dia appelant son nom, et quand elle voit ses yeux s'ouvrir, elle se jette sur lui de soulagement. Elle le remercie de les avoir sauvés et lui demande pourquoi il a tout risqué pour une guerre qui n'est pas la sienne. Luke répond simplement qu'il lui a promis qu'il viendrait toujours quand elle aurait le plus besoin de lui, et en entendant cela, elle promet qu'elle se rattrapera. En regardant autour du champ de bataille, Luke voit qu'il n'y a aucun survivant ennemi, ils ne peuvent donc pas simuler sa mort maintenant. Dia est d'accord, mais aucun des deux ne semble dérangé, et au lieu de cela, Luke l'attire dans un baiser qu'elle lui rend joyeusement. Quelques jours plus tard, Luke rentre chez lui avec Dia, tandis que son père et ses partisans quittent les terres de Vico pour chercher la sécurité ailleurs. Dans la famille de l'assassin, ils décident que Dia sera présentée publiquement comme leur fille, étant donné qu'elle ressemble à Ezri. Son identité étant assurée, Sian les informe que le héros est apparu dans leur royaume, et Luke est stupéfait, découvrant que son ogive littérale a été gaspillée pour un clochard sous stéroïdes qui trimballe une lance. Il ajoute qu'avec l'émergence du héros, cela signifie que le roi démon suivra bientôt, et il a besoin que Luke soit sur ses gardes, considérant que c'est leur travail d'assassin d'éliminer des menaces comme eux quand c'est nécessaire. Si vous avez regardé ce récapitulatif d'anime jusqu'à la fin, commentez ci-dessous Assassin Rizzler, et si vous aimez les récapitulatifs d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.